Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette rencontre dédiée au changement climatique en Provence, en cette journée de l'Europe, le 9 mai. Nous avons le plaisir de recevoir le célèbre climatologue Jean Jouzel, qui est l'invité exceptionnel de cet événement. Bonsoir Jean. Bonsoir Julien, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Cette rencontre est organisée par la revue Sans Transition, que je représente. C'est une revue engagée du local au global. Chaque trimestre, une grande thématique de la transition que nous explorons. Et bien sûr, la question climatique est au cœur de nos préoccupations. Cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien indispensable du programme européen LEADER et en coopération avec Provence-Alpes Agglomération, Énergie Partagée ou encore la SIC Énergétique 04 que je remercie de leur soutien. Comme vous le savez, le dernier rapport du GIEC, le groupement intergouvernemental sur le climat, a été publié en mars. Il alerte une fois de plus sur l'insuffisance des mesures de lutte prises à ce jour à l'échelle planétaire contre le changement climatique et pointe l'urgence de la situation avant d'atteindre de possibles points de rupture dès 2025-2030. On va en parler avec vous, Jean. Hausse du niveau des mers, impact sur le littoral, hausse des températures, intensification des phénomènes dits extrêmes, les tempêtes, inondations et haute sécheresse, dernière en date en Espagne, sous les effrois de tout le monde, bien sûr. Comment s'adapter dans ce contexte extrêmement délicat, alors que la synthèse des 6 derniers rapports du GIEC vient de sortir, une nouvelle alerte sur l'insuffisance. Quelles solutions les acteurs, notamment locaux, ici, sur les territoires, peuvent mettre en place à leur échelle pour réduire leur impact? Quelles solutions les citoyens, les collectivités et les entreprises? Voilà, tous ensemble, comment on peut s'adapter, cher Jean Jouzel. Alors, juste un mot peut-être sur vous, déjà, avant de vous laisser la parole. Climatologue, glaciologue, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC de 2002 à 2015, chercheur au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière scientifique à étudier la reconstitution des climats antérieurs à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. Vous avez reçu, Jean Jouzel, la médaille d'or du CNRS en 2002 avec Claude Lorius et vous êtes commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite. Vous êtes membre depuis 2011 de l'Académie des sciences et du CESE. Voilà, on va bien sûr... C'est un gros CV que je déroule. On est vraiment très heureux et peut-être vous pouvez l'applaudir d'être présent avec nous. C'est un immense honneur donc de vous avoir, cher Jean. Le principe de ce café de la transition, premier opus parmi 5 autres, un entretien d'une demi-heure avec notre invité, la présentation de solutions par les acteurs des territoires, dernière partie dédiée aux échanges avec les internautes. Je rappelle que cette rencontre a lieu en présentiel au cinématographe de Château-Arnoux, que je remercie également, et à distance sur Facebook, YouTube et sur les réseaux sociaux de nos partenaires. Alors, première partie de cette rencontre, c'est le grand entretien. Jean, pouvez-vous tout d'abord nous dresser un état des lieux de la situation climatique, de ce dernier rapport du GIEC sorti début 2023 ? Oui, d'abord, un état des lieux, d'abord, disons à l'échelle planétaire, parce que c'est bien cela qui est important, c'est d'avoir une vision de ce qui se passe sur l'ensemble de notre planète en termes de réchauffement climatique et bien sûr avec décliner ensuite à l'échelle plus locale, plus régionale. Alors que se passe-t-il à l'échelle planétaire ? Eh bien, nous avons le réchauffement climatique est une réalité puisque les 8 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. Ce n'est pas une surprise. C'est très clair. Ce que nous avons fait par nos activités, c'est de modifier la composition de l'atmosphère. On a augmenté l'effet de serre. Donc voilà, on a émis du gaz carbonique, du méthane, du protoxyde d'azote. Je peux vous donner quelques chiffres. 37 milliards de tonnes de gaz carbonique l'an dernier liés à l'utilisation des combustibles fossiles. 5 à 6 milliards de tonnes liées à la déforestation. 1 à 2 milliards de tonnes liées à la fabrication du ciment. On y ajoute 10 à 15 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour les autres gaz à effet de serre. Et nous avons quand même, mis dans l'atmosphère collectivement 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2, une année comme l'an dernier. Et ces émissions augmentent, même si nous savons qu'elles devraient diminuer si on veut diminuer le réchauffement climatique. Donc, pas de surprise, cette
cette modification augmente le chauffage, tout simplement. Disons, le chauffage a augmenté d'à peu près 1%. Alors, quand on augmente le chauffage, la réaction naturelle d'un milieu, c'est que sa température augmente, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, tout simplement. Alors, il faut d'abord, disons, 1% d'énergie supplémentaire. De façon importante, il est intéressant de voir qu'il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère. L'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan, plus de 90%. Et dans l'océan, le diagnostic est très clair. Élévation du niveau de la mer, elle est 2 fois plus rapide aujourd'hui, à peu près 4 mm chaque année qu'il y a 50 ans. Et elle est liée à la fois à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis à la fonte des glaces. Les glaciers continentaux, mais depuis une trentaine d'années, ces grandes calottes glaciaires, le Groenland, l'Antarctique que vous avez évoqué, c'est là où je me suis intéressé à l'évolution de notre climat. Pour dire que le diagnostic est sans appel. Il est sans appel dans l'atmosphère, il est sans appel dans l'océan. Cette élévation du niveau de la mer est vraiment... Et le diagnostic est très clair actuellement. C'est une certitude pour nous, notre communauté. Ce réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Pratiquement l'ensemble du réchauffement climatique. Un peu plus de 1 degré, on peut l'attribuer à nos activités. Voilà donc, et un point qui est important, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis une quarantaine d'années en termes de rythme de réchauffement, en termes d'accélération d'élévation du niveau de la mer. Cette élévation s'est accélérée, mais c'est pas du tout une surprise, c'est ce à quoi on s'attendait. Et puis surtout, ce qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui, cette modification des événements extrêmes. Aussi bien les vagues de chaleur qui deviennent plus intenses, plus fréquentes, les périodes de sécheresse, mais aussi les pluies torrentielles, par exemple, qui deviennent aussi plus fréquentes, plus intenses. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui nous concerne tous et qui se décline effectivement à l'échelle régionale. Donc, certitude de la réalité du réchauffement climatique. Et donc, ça doit nous engager à finalement accorder de la crédibilité à ce que dit notre communauté pour, disons, le futur. Alors, évidemment, ce vers quoi on va dépend de nos émissions. C'est très clair. On a encore la main, mais... Alors, on va prendre 2 hypothèses. Si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, nous irions vers des réchauffements de 4 à 5 degrés. Donc, ce n'est pas ce que nous allons faire, j'espère. Donc ça, c'est une hausse moyenne par rapport à 1990. Moyenne, donc, avec des conséquences dans tous les domaines. Les extrêmes climatiques deviendraient encore plus intenses, plus fréquents. Des conséquences sur la biodiversité, sur les populations, sur les feux de forêt. Donc, quand on regarde toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, eh bien, on est dans le rouge, je dirais, si on ne fait pas attention, c'est très clair. À l'autre extrémité, eh bien, c'est effectivement ce souhait que nous avons collectivement, qui est inscrit dans la Convention climat, de stabiliser le climat de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la deuxième partie de ce siècle. C'est bien ça l'objectif. Alors, le problème, c'est que le réchauffement, il est pratiquement joué pour les 20 prochaines années. Donc, on prendra certainement 1 degré supplémentaire d'ici 2050 dans des régions comme ici, en moyenne, plus pour les événements extrêmes. Mais ce qui est important, c'est effectivement... ce qui va se passer au-delà de 2050. Et là, disons, ce qui est important de retenir, c'est l'urgence. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, au cours de notre décennie, que nous décidons du climat de l'après 2050. Bien sûr, collectivement, à l'échelle planétaire. Pour donner quelques chiffres, et je vais en terminer là, donc dans le rapport du GIEC, actuellement, alors nous n'allons... Disons, si les mesures qui ont été envisagées dans l'accord de Paris sont mises en œuvre à l'échelle planétaire, et par la suite, si on est raisonnable, si on atteint vraiment, disons, neutralité carbone assez rapidement, eh bien, nous irions vers des réchauffements. Nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène vers 3 degrés. Ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que ce serait beaucoup plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré, on a déjà pris un peu plus de 1 degré, plutôt qu'à 2 degrés, bien sûr qu'à 3. Donc, nous avons 2 fois trop d'émissions à horizon 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire qui nous permette de limiter à 1,5 degré.
Voilà, c'est le contexte actuel. Mais cet objectif, eh bien, ce qui est intéressant d'une autre façon, si on peut voir les choses d'une façon plus optimiste, c'est que la neutralité, disons, si on veut limiter à 1,5 degré, il faut atteindre neutralité carbone à horizon 2050, d'ici une trentaine d'années. Voilà, on voit bien la difficulté, disons, pratiquement ne plus augmenter l'effet de serre, en gros, de façon simple, pour que le climat se stabilise. C'est très difficile, mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a plus d'une centaine de pays qui ont affiché cette neutralité carbone dans leurs objectifs à horizon 2050. C'est le cas de la France, par exemple, puisque c'est inscrit dans la loi. C'est le cas de l'Europe, c'est le cas des États-Unis, le cas de beaucoup d'autres pays. Alors, la Chine, c'est 2060, l'Inde, 2070, mais d'une certaine façon, quand on regarde les engagements pris par les pays, eh bien, ils sont assez en phase avec le diagnostic du GIEC. Le problème, c'est le fossé qui existe entre les engagements et la réalité. C'est vrai à l'échelle planétaire, c'est vrai aussi chez nous. On ne va pas assez vite chez nous par rapport aux diminutions des émissions de gaz à effet de serre, par rapport au développement du renouvelable, c'est tout ça dont on pourra parler. Donc voilà, donc la vision optimiste, c'est oui, les décideurs politiques ont compris, c'est inscrit dans les lois, mais ce n'est pas suffisant. Et en plus de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, il nous faudrait également laisser sous terre les hydrocarbures, ne plus les extraire, arrêter d'investir. C'est ce que préconisent la plupart des rapports sur cette question. Oui. Or, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Non, c'est effectivement par rapport à cet objectif de neutralité carbone à 2050, nous le rappelons d'ailleurs dans une tribune que j'ai co-signée dans Le Monde d'aujourd'hui, eh bien, c'est aussi ce que rappelle l'Agence internationale à l'énergie. On n'a absolument pas besoin de nouvelles explorations, de nouveaux gisements de pétrole, de nouvelles découvertes de pétrole, de gaz ou de charbon pour, disons, toute nouvelle, je dirais, on peut prendre pour l'instant, toute nouvelle découverte ou toute nouvelle exploitation ajoutera, disons, aux émissions et ne permettra pas d'atteindre la neutralité carbone, c'est très clair. Donc, oui, il faudrait s'orienter. Alors, les deux mots-clés, c'est effectivement des émissions, enfin, disons, de la production d'énergie sobre en carbone, enfin, disons, qui n'émet pas de gaz carbonique. Donc, les deux voies qu'on peut envisager, c'est le nucléaire et les renouvelables, mais j'insisterai plus sur les renouvelables, évidemment, mais aussi la sobriété. Disons, on ne peut pas, si on ne fait pas attention à notre utilisation d'énergie, il sera très difficile, même dans le meilleur des contextes, d'atteindre cette neutralité énergétique, cette neutralité carbone à horizon 2050. Et bien sûr, il ne faut pas être naïf, je ne crois pas qu'on l'atteindra en 2050, mais plus on s'en éloigne, plus ça sera difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. C'est ça le message. Pour éviter le chaos climatique et financier, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Pierre Larouturou. Derrière cet ouvrage qui est vraiment un trait que je vous recommande, qui est assez puissant. Il y a notamment cette idée des 1000 milliards pour le climat, cette banque du climat, qui nous aiderait bien à réussir le défi climatique. On voit bien que c'est pas si simple. L'Europe essaye. Il y a eu le Green Deal, oui. Il y a le Green Deal, effectivement, mais on n'y est pas encore. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Larouturou, donc depuis maintenant 7-8 ans, et on se voit encore régulièrement, y compris hier d'ailleurs. Donc voilà, il est venu boire un café chez nous, et puis on a fait une conférence cofondateur de Nouvelle Donne la semaine dernière à Rennes donc à l'occasion de la sortie d'un livre dont Pierre a écrit la préface. Effectivement, l'idée de notre... on a commencé par une tribune dans Ouest France, voilà, il y a maintenant 6 ans, et où on disait effectivement, on a mis on peut mettre 1000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat. 1000 milliards, disons, c'est la création monétaire, comme vous savez, on n'arrête pas de créer de la monnaie. On a aussi le quoi qu'il en coûte pour la lutte contre la pandémie, et c'était tout à fait légitime, je le pense sincèrement, c'est pas remettre ça en cause, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Pourquoi n'arrive-t-on pas, pour un problème qui est certainement aussi grave, même si les conséquences majeures sont un peu décalées dans le temps, pourquoi on ne réussit pas à se mobiliser? Alors, il y a eu effectivement au niveau de l'Europe quand même... disons une tentative, le Green Deal. Malheureusement, le Green Deal c'est un peu fait couper les ailes à cause de l'argent qu'on met dans la relance économique liée à la pandémie. C'est toujours ça le problème. Il y a toujours une autre priorité.
Alors, bien sûr, les priorités peuvent venir aussi du contexte géopolitique. La guerre, enfin l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne facilite rien. Mais on voit bien que, disons, Ursula von der Leyen était partie sur une bonne base. Le Green Deal, alors Pierre est député européen actuellement, donc il s'agite beaucoup. Là, on est en train de parler de taxes sur la transaction financière. Donc, voilà, donc il y a une action, mais la crainte, alors que le Green Deal était effectivement ambitieux au départ par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, son ambition s'effrite parce qu'il y a d'autres priorités, en particulier la relance économique. Et c'est ça le problème à chaque fois. Il y a toujours une autre priorité qui vient manger, celle, disons, vraiment, en tout cas, rogner celle du climat. Et on a besoin d'argent, c'est clair, d'investissement. Et ce sont des investissements porteurs de création d'emplois, porteurs de dynamisme économique. Ce sont vraiment des investissements. C'est pas, voilà, c'est quelque chose que ça a créé du renouvelable sur les territoires. On peut parler de plein de choses. Bon, ici, on a ITER, évidemment, pas loin de chez vous. Donc, ça peut être, malheureusement, même si ça marche, ce sera trop tard par rapport au réchauffement climatique. Voilà, mais c'est cela. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on parle de 1 000 milliards pour sauver le climat, c'est 1 000 milliards d'investissements, c'est 1 000 milliards de dynamisme économique également. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo qui est assez emblématique aussi de ce qui se passe parfois dans les médias. C'est une vidéo du réseau Action Climat et je vais vous faire réagir, Jean, et on va poursuivre notre discussion. À tout de suite. Sur ce discours, le président a réaffirmé ses valeurs. Des valeurs qui sont aussi les miennes. Des valeurs soporifiques, monsieur Boudéra. C'est 424 milliards d'euros empruntés à 2,63% dans une zone euro. Le taux d'inflation, excusez-moi, est à 10,2%. C'est important les chiffres. Ils ne sont pas mis au bon endroit. Alors, on va rester dans la courtoisie et dans le respect. 300 pages de vide intersidéral payées par le contribuable français. Franchement, je pense que ma grand-mère aurait mieux fait. Écoutez, montez un cabinet de consulting avec votre grand-mère. Très bonne idée, merci. C'est inacceptable. Monsieur Tisson, on va essayer de rester calme autour de ce plateau et de parler de... Non, monsieur Tisson, vous n'êtes pas calme. Ici, on parle de l'intérêt des Français. C'est quand même très important. S'il vous plaît, monsieur Boudéra. Vous êtes de quel parti, madame? C'est, je crois, le message, c'est celui de l'urgence. C'est-à-dire qu'on va vers les 3 degrés, peut-être plus, tête baissée, on le sait tous et on y va allègrement. Donc c'est très clair et c'est ça, ce problème de l'urgence, nier la réalité. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est d'ailleurs le titre d'une exposition dont je suis commissaire scientifique qui va s'ouvrir à la Cité des Sciences pour 10 ans. 10 ans sur... c'est vraiment c'est ce que nous dit, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas cette réalité que le climat est en train de changer et que ce réchauffement climatique va se poursuivre. Nous le redisons de façon inéluctable sur les 20 prochaines années et on l'espère avec une stabilisation suffisamment rapide dans la deuxième partie de ce siècle, mais c'est loin d'être gagné parce que cette stabilisation, elle dépend de ce que nous faisons aujourd'hui même. Alors, il y a des solutions sur les territoires et c'est la deuxième partie de ce grand entretien. On va forcément en parler avec vous, Jean. Quelles sont les solutions majeures à mettre en œuvre sur les territoires? Il y a des plans climat, il y a des entreprises qui agissent, il y a des citoyens qui se bougent. Voilà, mais il y a forcément des degrés de priorité dans tout ça face à l'urgence. Oui, mais justement, je pense que le GIEC, le GIEC fait un état des lieux sur ce qui pourrait être fait d'ici 2030. J'ai parlé de l'importance de ce qui devrait être fait d'ici 2030. Et il y a des très beaux tableaux, je vous invite à aller les voir, sur ce qui pourrait être fait d'ici 2030 à l'échelle planétaire. Et ça peut se décliner tout à fait à l'échelle locale. Alors voilà, on émet 60 milliards de tonnes. Eh bien, si le renouvelable disons, le premier potentiel à l'échelle planétaire, c'est le développement du renouvelable solaire et puis éolien. Alors, on parle de 3 ou 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 qu'on pourrait gagner dans chacun des cas. Ça peut être la reforestation, le stockage du carbone dans les sols. Ça peut être, bien sûr, il y a les 6 grands secteurs que vous connaissez, mobilité, mobilité, bâtiment, urbanisme, alimentation, industrie, les déchets et bien sûr l'énergie. Dans tous les domaines, on peut gagner. On peut gagner, bien sûr, sur l'énergie, mais sur l'énergie, à horizon 2030, de toute façon, le potentiel, il est dans le renouvelable, à l'échelle planétaire et aussi d'ailleurs au niveau français. Ensuite, le stockage du carbone,
bon, bien sûr, vraiment l'isolation des bâtiments, le développement des villes est essentiel, la mobilité également. Je rappelle que peut-être quelques chiffres, on peut rappeler, en France, la mobilité, c'est 31% des émissions. C'est le premier poste. Ensuite, il y en a 3 autour de 20%, agriculture, alimentation, énergie et puis bâtiment, urbanisme. Mais voilà, l'accent doit être mis sur la mobilité parce que c'est aussi la mobilité dont les émissions croissent le plus vite, en particulier liée à l'utilisation de SUV, soyons clairs. Il n'y a pas photo. Donc voilà, donc c'est tout cela, un appel à la sobriété. Donc il y a beaucoup dans tous ces domaines, aussi dans l'utilisation des déchets, dans tous ces domaines, il y a des choses à faire. Et le message, le rapport du GIEC en fait un bilan extrêmement clair sur ce qui pourrait être fait sans nouvelles technologies, sans invention et tout ça, mais disons simplement avec beaucoup de volonté d'ici 2030. Et je le redis, pour beaucoup de ces actions, elles se déclinent au niveau territorial de façon assez directe. Alors, les collectivités au niveau territorial, elles agissent, elles essayent, les entreprises plus ou moins, les citoyens aussi, mais comment justement chacun peut trouver sa place là-dedans? Comment on peut accélérer davantage? Parce que d'abord, pour réussir, tout le monde doit regarder dans la même direction. On va parler de tout le monde. Bon, le rôle de l'État, c'est effectivement d'avoir une ambition au niveau international. Je pense qu'on l'a en France avec l'accord de Paris. Ensuite, il faut la décliner à travers des lois. J'ai le regret, je l'ai dit, que la dernière loi climat ne s'appuie pas suffisamment sur les propositions des citoyens qui étaient extrêmement ambitieuses, climat pertinentes. Et résilience. Voilà, donc la loi climat et résilience, il n'y a que probablement 20% de ces recommandations qui ont été prises en compte et c'est très regrettable. Ensuite, quand on regarde ces actions sur se loger, se nourrir, se déplacer, c'est dans les territoires que ça se passe, dans les villes aussi bien. Enfin, je parle, c'est au niveau des régions, des métropoles, des territoires que ça se passe. Voilà, et c'est là qu'il faut agir. Donc il y a un rôle très important pour les collectivités à tous les niveaux, mais aussi pour les entreprises, pour l'éducation. Donc je me suis beaucoup impliqué j'ai été responsable d'un rapport sur l'éducation au développement durable et la transition énergétique dans l'enseignement supérieur. L'éducation, c'est extrêmement important, depuis le primaire, le secondaire, dans le supérieur. Aussi les médias, les ONG, tout le monde doit s'impliquer. Donc les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, à la fois dans le dynamisme économique. Je suis aussi pour une certaine inventivité. Je souhaite je pense que je souhaite un monde qui bouge et qui soit dynamique. Mais l'inventivité, les innovations n'ont de sens par rapport à ce que l'on discute aujourd'hui que si elles contribuent à la neutralité carbone. Si elles vont dans l'autre sens, on peut se poser des questions. C'est tout cela. Donc voilà, il faut agir. C'est aussi cette transition, elle est quand même... elle est plutôt signe elle a beaucoup d'attractivité. Je veux dire que d'abord, j'espère qu'on la réussira, puisque ne pas la réussir, c'est accepter l'idée que le réchauffement se poursuive indéfiniment, et c'est quand même un peu rude vis-à-vis des jeunes. Et donc, si elle se réussit, une fois qu'elle est réussie, en gros, pratiquement plus d'utilisation de combustibles fossiles, en premier lieu par rapport dans notre énergie, dans notre mobilité. Bon, c'est quand même moins de pollution, c'est je crois, une qualité de vie qui devrait être au rendez-vous. Et entre aujourd'hui, la transition elle-même, c'est, je le redis, beaucoup d'innovation, de recherche pour les jeunes. Donc il ne faut surtout pas décourager les jeunes. Donc il y a beaucoup à faire, mais je le redis, à regarder dans cette direction de la neutralité carbone. C'est cela le message. Mais surtout, je ne veux pas une société figée. Je pense que, et je parie au contraire, pour revenir à l'Europe, c'est la journée de l'Europe, que l'Europe a une carte à jouer en étant en essayant d'être le leader au niveau mondial de cette transition. L'Europe peut difficilement s'accrocher à une société liée aux fossiles, puisqu'on n'a pas beaucoup de ressources, mais c'est peut-être une chance, parce que ça voudrait dire, si on réussissait vraiment à asseoir notre développement sur le renouvelable, sur le nucléaire, pour ceux qui l'aiment bien, c'est pas le problème, mais enfin bon, voilà, surtout sur le renouvelable à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, eh bien ce serait aussi, je crois, un signe de dynamisme et de réussite économique pour l'Europe.
Dernière question, Jean Jouzel, sur ce grand entretien. La place du scientifique dans cette dynamique, vous avez écrit des ouvrages là-dessus, vous essayez de faire passer vos idées. Certains vont peut-être plus loin, essaient d'être en rébellion. Il y a Scientiste Rébellion, en écho à Extinction Rébellion. Finalement, est-ce qu'il faut aller jusque-là, selon pour vous? Jusqu'où le scientifique doit-il s'engager pour faire bouger les lignes quand il n'est pas écouté? D'abord, jusqu'où le scientifique doit s'engager. D'abord, je pense que l'engagement est important, mais l'engagement peut être très différent. Chacun d'entre nous, chacun des personnes qui sont ici, l'engagement peut être différent. C'est-à-dire que je n'ai pas participé aux actions d'Extinction Rébellion, voilà, mais je pense que ce sont des actions qui sont extrêmement utiles. Pour Scientifiques en Rébellion, je viens de signer une pétition, donc voilà, dans le monde d'aujourd'hui, on a avec Valérie Masson-Delmotte et Philippe Descola, beaucoup d'autres, signé une pétition par rapport au projet de Total sur ce pipeline de l'Ouganda à l'océan Indien à travers la Tanzanie. Voilà, donc j'essaye de m'engager. Je me suis pas mal engagé politiquement au niveau de l'Europe avec Pierre Laroutourou, au niveau parisien. Voilà, donc... mais c'est vrai que je me suis engagé depuis une dizaine d'années. Quand on est membre du GIEC, on est, disons, et j'ai toujours respecté, on nous demande effectivement de ne pas être engagé. C'est très clair. Donc moi, je ne suis plus au GIEC depuis 2015. 2015. Donc voilà, je me suis engagé depuis ce temps-là. Oui, moi je suis plutôt pour l'engagement des scientifiques, mais là aussi, il y a des scientifiques qui préfèrent ne pas s'engager. Mais de toute façon, mon engagement, il est quand même basé largement sur un engagement de scientifiques. Ce pourquoi je témoigne, c'est de la réalité du réchauffement. Voilà, donc si j'ai un petit domaine d'expertise, c'est bien sur l'évolution du climat. Alors je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, c'est pas le problème, mais voilà, donc il faut quand même garder justement un discours de scientifique et témoigner en tant que scientifique, même si on peut, enfin à mon avis, et c'est le choix de chacun, aller un peu plus loin en tant que citoyen, c'est ce que je fais effectivement. Et pour prolonger cette question, il y a quand même derrière ce que vous disiez au niveau démocratique, la Convention citoyenne sur le climat, seuls 20% des propositions reprises, alors qu'au départ, toutes avaient été annoncées, elles seront reprises. Donc là, il y a du déceptif et forcément, la question démocratique, elle est derrière, elle se pose. Et c'est aussi pour cela que des scientifiques entrent en rébellion pour faire bouger face à l'urgence climatique. Oui, je pense que voilà, il y a la démocratie dans le cas de je vais vous citer une autre action puisque c'est celle dont je suis engagé avec Pierre aujourd'hui sur la taxe sur les transactions financières. C'est quand même vraiment politique puisque, disons, au niveau de l'Europe, c'est une taxe qui serait pas très forte sur les transactions financières, mais qui rapporterait quand même plus de 50 milliards d'euros chaque année. Donc ça vaut le coup. Et c'est assez décevant de voir que le pays qui s'y oppose vraiment, c'est la France, en fait, à la mise en place de cette taxe au niveau européen. Donc voilà, donc là, on est en train aussi de faire une tribune dans le monde, disons, essayant de pousser. Et là, c'est vraiment éminemment politique. Là, c'est plus politique. Comment fait-on pour que la France, quelquefois, aille au-delà des discours, mais dans la réalité, ne s'oppose pas à de vraies mesures qui pourraient aider à la transition. Donc oui, maintenant, par rapport à la démocratie, on pose aussi la question quelquefois, est-ce qu'une dictature, c'est pas plus, disons, facile finalement de prendre des mesures? C'est un peu vrai, mais moi je crois quand même, d'abord j'aime bien la démocratie, et ce que j'aimerais, c'est effectivement comment fait-on pour que les jeunes s'engagent, toutes les générations. Voilà, donc c'est plutôt un encouragement à l'action, et je pense que la concertation reste la clé de cette action. C'est peut-être trop lent, mais voilà, je ne crois pas qu'il faille, disons, aller vers des régimes autoritaires pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'il y a un débat là-dessus. Hein. Il y a même des livres qui ont été écrits. Voilà, je crois qu'il faut que chacun s'engage. Je suis très conscient de la difficulté. Je ne crois pas qu'on limitera le réchauffement climatique à 1,5 degré, même si je tiens à cet objectif parce qu'il a du sens. Mais voilà, il faut, chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer dans son univers, et c'est ça que je vous engage à faire. Voilà, et les jeunes aussi, mais ce n'est pas que les jeunes, c'est chaque génération qui doit s'engager. Il n'y a pas,
Je le redis, il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon problème. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous êtes concerné. Merci Jean pour cet éclairage, cet entretien et analyse. C'est déjà la deuxième partie de cette rencontre avec les acteurs locaux qui vont aussi vous interroger. Vous pouvez l'applaudir si vous avez envie. Pour cette deuxième partie, nous donnons la parole aux acteurs locaux engagés dans le changement climatique, ici sur le territoire de la Durance, de la Provence, près de Château-Arnoux. Et forcément, on a besoin de savoir un petit peu plus ce qui s'y passe. Jean, les acteurs vont vous questionner avant de rentrer vraiment dans le local, peut-être un regard régional avec quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on a dialogué déjà avec elle ce midi à Aix-en-Provence, Marie-Laure Lambert du GREC Sud, le groupement régional sur le climat, donc la déclinaison du GIEC. Voilà, le GIEC, c'est au niveau intergouvernemental et dans chaque territoire, en région, il y a une instance qui poursuit, qui affine les travaux et qui donne des projections aussi sur quel climat on aura, chère Marie-Laure, en 2030. Voilà, vous êtes en direct au cinématographe de Château-Arnoux. Merci d'avoir pris quelques instants pour être avec nous déjà. Non, merci, c'est mon rôle, merci beaucoup. Vous nous entendez bien ? Oui, moi je vous entends, je ne sais pas si moi... C'est formidable, on vous entend très bien. Alors, à quoi va ressembler la Provence en 2030, 2040 ? Vous avez travaillé là-dessus. Oui, alors donc le GREC, le groupe régional d'experts sur le climat, effectivement de la région sud, essaye de modéliser ou de traduire les scénarios du GIEC au niveau international dans la région. Donc c'est effectivement de la modélisation pour l'avenir, de l'observation pour l'avenir. Donc on espère qu'avec les efforts qui seront faits dans l'atténuation du changement climatique, les choses seront moins graves que si on dépasse les 2 degrés. Mais effectivement, ce qu'on peut voir, c'est d'abord de la chaleur beaucoup plus intense en été dans la Provence, avec des aggravations sur les grandes villes et les centres urbains, ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, avec des villes trop minéralisées qui réchauffent davantage que la campagne. Donc des risques pour la santé des habitants de ces grandes villes ou de ces villes moyennes. Là, c'est des domaines effectivement sur lesquels beaucoup d'agglomérations ou de communes se penchent aujourd'hui en essayant de végétaliser davantage les villes et de développer donc des espaces en pleine terre ou des espaces de ventilation naturelle. Également des problèmes sur l'approvisionnement et la ressource en eau, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'agriculture. On va avoir des stress hydriques très importants qui sont déjà présents et qu'on a déjà vu l'été dernier, cet hiver, et qu'on reverra malheureusement très certainement l'été prochain, l'été qui arrive. Mais aussi alors sur le volet économique, la question de l'enneigement des stations de sport d'hiver également qui se pose et qui nécessite là aussi de revoir différemment le business plan, on va dire, ou en tout cas les activités qui se développeront sur la moyenne montagne, avec beaucoup moins de neige, une saison de neige beaucoup plus courte. Vous n'incitez pas les conseils départementaux à continuer de financer les stations de montagne? Les stations de montagne, oui, mais pas les canons à neige. C'est-à-dire une station de montagne qui fait des activités de randonnée douce, de découverte de la faune ou de la flore, pourquoi pas les subventionner. Amener des gens en moyenne montagne l'hiver quand il n'y a pas de neige, c'est pas une mauvaise idée en soi. Simplement surdévelopper l'équipement de choses aussi peu utiles que des canons à neige quand il fera de toute façon plus de 3 ou 5 degrés l'hiver et qui ne pourront pas fonctionner, c'est effectivement pas la bonne solution, me semble-t-il, et puis qui consomment de l'eau. Donc les stations de montagne, le dépérissement des forêts également, qui est moins connu, mais qui fait l'objet de pas mal d'études au niveau de la région. Il y a beaucoup d'arbres qui se portent mal parce que, pour de multiples raisons, des attaques de ravageurs, mais qui sont des arbres qui sont affaiblis effectivement par les nouvelles conditions climatiques. On peut penser aux châtaigniers dans les Cévennes, on peut penser aux pins d'Alep aussi qui ont du mal voilà, des populations qui dépérissent, et puis qui seront victimes aussi de feux de forêt d'autant plus
grave et intensif que les sols seront secs et que les démarrages de feu seront fréquents. Donc ça, c'est très inquiétant. On connaît d'autres continents où on a déjà des méga-feux et en France, on commence à parler de méga-feux depuis l'an dernier. Et puis l'érosion du littoral, l'élévation du niveau de la mer qui va modifier quand même la répartition des habitats le long du littoral et sur lesquels il faudra prendre des décisions collectives les plus justes possibles et les plus équitables possibles. Ça Marie-Laure, c'est justement pour pouvoir s'adapter, il va falloir prendre des décisions du type que vous êtes en train d'évoquer. C'est bien cela ce que vous êtes en train de nous dire. Mais de quelles décisions on parle ? Alors, de décisions, effectivement, pour peut-être se répartir des ressources plus rares, comme l'eau, par exemple. Donc, la discussion s'est faite cet été, enfin, au printemps ou cet hiver même, sur la répartition des eaux pour l'eau potable, l'agriculture, l'industrie, et puis d'autres usages comme le refroidissement des centrales nucléaires, on en parlait tout à l'heure, ou l'arrosage des golfs. Donc, comment prioriser les usages les plus essentiels de l'eau et comment décider de tout ça, mais également comment relocaliser les habitations en bord de mer, qui va payer la relocalisation de ces habitations ou la défense de ces habitations, est-ce que c'est sur fonds publics, est-ce que c'est chaque propriétaire, comment réorganiser l'urbanisme littoral, donc pour les questions d'adaptation. Et au niveau régional, je sais que la région vous consulte le GREC Sud justement pour prendre pour prendre des décisions. Donc vous apportez ce regard et vous essayez forcément d'influer les décideurs en ce sens. Alors, on n'est pas consulté pour des avis, c'est-à-dire qu'on n'est pas, le GREC n'intervient pas dans des procédures de consultation régionales qui seraient décisionnelles ou avec des avis qui seraient suivis. Nous, on donne des éclairages à qui les veut, à qui les demande sur la situation actuelle, l'évolution de la situation et les mesures préconisées, enfin qu'on pourrait préconiser, puisque moi je suis juriste de l'environnement, donc la traduction dans des politiques publiques des connaissances des scientifiques, c'est l'objet de mes domaines de recherche. Donc on est souvent consulté pour des éclairages scientifiques sur ces questions climatiques. Maintenant, on n'a pas d'avis consultatif réellement prévu par des procédures et on n'a pas d'avis obligatoire, bien entendu. Ou en tout cas, pas encore. Et vous avez écouté avec attention Jean Jouzel, et je crois que vous avez une question pour lui. Alors effectivement, j'avais une question, mais je pense qu'il a déjà répondu, donc je vais en poser une autre, en rebondissant sur ce qu'il vient de dire sur les dictatures, qui seraient peut-être des régimes plus pratiques pour prendre des décisions collectives ou semi-collectives efficaces. Je vais poser une question aussi par rapport à la Convention climatique, la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce que finalement on n'aurait pas un moyen de sortir de la soft dictature de l'industrie ou des productions industrielles? Et ma question, ça serait, pensez-vous que des mesures de limitation ou d'interdiction de la publicité commerciale pourraient aider à limiter notre frénésie de surconsommation de produits manufacturés et donc notre empreinte carbone? Et c'est, comme l'a suggéré d'ailleurs la Convention citoyenne sur le climat, qui a fait des propositions pour limiter changer le modèle. Voilà, donc merci Marie-Laure. Merci beaucoup de la question. Moi, j'en aurais une après pour Marie-Laure. Mais, on va en garder aussi pour les autres. Oui, mais non, très simplement, oui, c'était vraiment une proposition des citoyens, et ça s'est limité, je crois, à la limitation des panneaux publicitaires en vol derrière les avions. Ça, je crois que c'est interdit, mais voilà, c'est un échec. Et effectivement, il faut effectivement plutôt de la publicité aurait un sens si elle nous encourageait vers la sobriété, voilà. Ma question était quand même, est-ce que le GREC, je pense que le GREC s'intéresse aux pluies torrentielles liées aux événements méditerranéens. Comment? Alors voilà, c'est tout, c'était très rapidement. Alors une réponse rapide, Marie-Laure, s'il vous plaît. Oui, effectivement, le GREC travaille sur ces questions de pluie torrentielle qu'on ne peut pas empêcher, puisque la pluie torrentielle, on peut difficilement la gérer. Mais ensuite, la question, c'est comment ça impacte sur les zones agricoles, si les sols sont nus et si on n'a pas de culture intersaison ou entre les cultures pour protéger le sol et le garder en place pour éviter de l'érosion. Et puis dans les villes, effectivement, ou dans les bassins versants, la bétonisation des sols qui fait que ces pluies torrentielles ensuite vont ruisseler, prendre de la vitesse
et faire des inondations ravageuses. Donc, effectivement, il y a des travaux là-dessus sur la question de la ressource en eau. Trop d'eau, parfois, ou pas assez d'eau pendant les périodes de sécheresse. Merci Marie-Laure d'avoir pris le temps d'être avec nous en visio. Voilà, on poursuit cette rencontre avec d'autres acteurs. On a Sandrine Cosra qui est avec nous, la vice-présidente de Provence-Alpes Agglomération dans la salle. Bonsoir Sandrine, on va vous laisser, vous allez prendre voilà, on va vous passer le micro. Ne bougez pas, restez assise confortablement dans votre siège. Déjà peut-être une réaction brève à ce que vous venez d'entendre, et puis forcément il y a un plan énergie-climat sur le territoire, il y a une ambition, il y a une objectivation, vous cherchez en tout cas à créer des indicateurs autour de ce plan climat, et puis peut-être comment la question démocratique vous la gérez. Voilà, je vais vous relancer, ça ne va pas être tout d'un coup, mais on vous écoute déjà pour cette première partie de la question. Donc merci pour ces échanges qui sont extrêmement enrichissants et qui nous inspirent. On en a besoin pour agir sur le territoire. Comme l'a dit Monsieur Jean Jouzel, il faut que les opérations se concrétisent et nous avons une possibilité d'agir. En octobre 2020, à l'unanimité, les élus de Provence-Alpes Agglomération ont voté une déclaration d'état d'urgence climatique. Donc signer une prise de conscience de devoir agir et aussi finalement des formes d'engagement. Donc ces engagements pour nous ont pris la forme d'un plan climat air énergie. On est le premier territoire en PACA à avoir signé notre plan climat. Et donc qui contient 49 actions justement sur l'ensemble des domaines. C'est un sujet extrêmement transversal, on l'a dit. Et dans le cadre des compétences de l'agglomération, on a pu s'engager sur repenser nos bâtiments publics pour éviter qu'ils soient des passoires énergétiques qui sont aujourd'hui, pour le changement de nos chaudières, pour limiter l'utilisation des énergies fossiles. Donc, avec des énergies renouvelables aussi sur les bâtiments publics, et y apposer des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul bâtiment qui a une chaudière au fioul dans tous les bâtiments communautaires de Provence-Alpes Agglomération qui rassemble 46 communes. Donc on a, sur tous les autres sujets, on a évoqué la mobilité. Et donc, c'est l'occasion de dire que la semaine dernière a été mis en place par l'ensemble des équipes mobilité de l'agglo, Mobicop, cette plateforme de covoiturage parce que chez nous, tout est loin. Et se déplacer, le transport collectif, aujourd'hui, on n'a pas réussi à le rendre opérant, efficace. Déplacer des grands bus quand ils sont vides, c'est pas possible. Oui, puis le train, c'est pas encore. Et le train, malheureusement, on n'est pas suffisamment équipé. Donc, il nous a paru être il y a deux axes principaux sur les mobilités sur lesquels nous travaillons, qui sont donc cette plateforme de covoiturage à l'échelle locale, où j'espère que tout le monde va charger l'appli en sortant. Vous avez compris, Mobicop. Ça tombe bien, c'est une coopérative comme Sans Transition. Et aussi, évidemment, le vélo. Donc le vélo, ça se travaille déjà par des schémas cyclables. Digne est équipé. Et pour vous dire, de toute façon, tous les sujets qu'on a présentés de ce que j'en sais depuis 2020, au vote qui concernait la transition écologique, sont toujours passés à l'unanimité. Donc ça, c'est important que tout le monde l'entende pour dire que ces sujets-là, quand même, fédèrent et on avance sur ces sujets-là. Donc un avis favorable, là, ça date de la semaine dernière, sur la mise en place d'un schéma cyclable sur la moyenne Durance. Donc on progresse. On travaille évidemment sur les énergies renouvelables, vous venez de le dire. Il faut qu'on développe le photovoltaïque. Donc là, pareil, commission environnement la semaine dernière. Avis favorable pour travailler avec Enercop sur des petites centrales photovoltaïques. Centrales villageoises. Villageoises, tout à fait. Travail avec Énergétique sur aussi ce type d'installation. On va voir une vidéo juste après avec eux, justement. Parfait, on va pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'engage concrètement. Les énergies renouvelables, pour nous, c'est aussi la méthanisation et la question des déchets. Donc on travaille énormément. L'agglo est engagée sur
mieux collecter ces déchets, mieux les trier, mieux les faire trier et en plus méthaniser le biodéchet. Donc là, ce sont... Donc un travail vraiment sur l'ensemble des pans du plan climat, sur tous l'extinction azimuts. nocturne, voilà, sur la question énergétique et bien sûr la biodiversité, territoire engagé pour le marathon de la biodiversité, développer des kilomètres de haies, des mares pour développer à nouveau les zones humides. Donc tout ça, tout ce que je viens d'évoquer, en fait, c'est compris dans deux grands plans. Donc d'abord notre plan climat air énergie avec ses 49 actions dans les 6 domaines. Et aussi, on est territoire pilote à l'échelle de la France. Il y a 10 territoires pilotes qui sont accompagnés par l'ADEME dans un dispositif qui s'appelle le contrat d'objectif de territoire qui nous permet de nous évaluer. Parce que vouloir avancer sans savoir où on en est et où on va, c'est un peu compliqué. Et donc, on a 2 référentiels, climat, air, énergie et économie circulaire, qui nous permet de nous positionner. Alors aujourd'hui, donc il faut le dire avec humilité, on est à un niveau qui est qualifié d'honorable de la part de l'ADEME, mais surtout, on s'est fixé des objectifs pour que dans 3 ans, on ait progressé donc dans un référentiel sur 100, où on a des notes d'environ 40 pour atteindre la note de 50. Voilà, pour progresser de 10 points en 3 ans. Avec les citoyens, donc dans une dynamique démocratique, forcément. Avec les habitants. Avec les habitants. Et ça, c'est un point vraiment important. Merci Sandrine Cosra pour tous ces éléments. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui a été réalisée du côté de Vologne, une commune que vous connaissez bien, puisqu'il me semble que vous en êtes maire. Et on a François Petitpré aussi, qui gérant de la SIC énergétique 04, qui a travaillé à ce projet. Alors, on regarde et après, on est avec lui en visio. À tout de suite. Alors aujourd'hui, on est à Vologne, parce qu'à Vologne, un ensemble de réalisations ont été réalisées dans le cadre d'un écoquartier qui regroupe à la fois des travaux d'isolation, des bâtiments de basse consommation énergétique et aussi un projet d'énergie renouvelable citoyen qui a été réalisé sur la cantine de l'école maternelle qui se situe juste derrière moi. Bonjour, je suis François Petitpré, donc j'interviens pour la coopérative énergétique 04, qui donc est la coopérative qui a porté le projet de centrale solaire que vous avez juste en face de vous sur le toit de la cantine. Donc énergétique 04, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif de notre coopérative, depuis ses tout débuts en 2012, c'est l'implication citoyenne dans la transition énergétique de notre territoire, à savoir les Alpes de Haute-Provence. Donc pour favoriser cette implication citoyenne, on mène différentes activités qui sont animées et financées par des citoyens. Je remercie Énergie Partagée d'avoir accepté qu'on diffuse cette vidéo. Alors, je crois qu'on a en ligne François Petitpré. Bonjour François. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Vous avez bien sûr suivi avec attention les échanges avec Jean Jouzel. Déjà, bravo pour ce projet d'énergétique 04. On voit qu'il y a une vraie dynamique. Pourquoi avoir souhaité, vous, quand vous avez créé énergétique, quand vous avez co-créé énergétique 04, associer autant les citoyens? Ça vous semblait essentiel d'avoir cette transition avec les citoyens? C'était un point clé pour vous, forcément? Oui, tout à fait. Enfin, l'objectif initial d'énergétique 04, c'est bien effectivement l'implication du plus grand nombre dans la transition énergétique du territoire. Et l'idée, en fait, c'est de mobiliser et de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible aux
aux problématiques que notre territoire peut rencontrer par le biais d'actions dans lesquelles on va chercher à les impliquer. Vous avez écouté les propos de Jean Jouzel tout à l'heure et vous avez une question pour lui? Disons que nous, on travaille beaucoup, donc, alors pas que au niveau des Alpes-de-Haute-Provence, hein, on travaille notamment avec des acteurs régionaux tels que Enercop ACA, voire la coopérative nationale également. On travaille avec le mouvement énergie partagée. Oui, vous êtes engagé au niveau national pour Enercop, hein, si j'ai bien lu. Alors nous, on intervient au niveau régional. Voilà, Régional. on intervient par le biais d'Enercop ACA, mais qui est donc une coopérative aussi qui est extrêmement engagée dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire des Alpes-de-Provence et de la région, de l'ensemble de la région sud. Et on fait face aujourd'hui, enfin on fait face. Disons qu'il y a des oppositions qui se dessinent, des mouvements d'opposition, notamment à tout ce qui est photovoltaïque au sol. Et voilà, on se rend compte que c'est un petit peu compliqué parfois d'établir le dialogue. Nous, ce qu'on cherche à faire, hein, je veux dire, c'est d'avoir des études d'impact aussi transparentes que possible et d'être aussi irréprochable que possible sur les projets. Maintenant, voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour choisir intelligemment les projets au niveau régional, hein, j'entends. Est-ce que ça passe par une modification des règles d'urbanisme, un peu plus de concertation au niveau régional avec les instances qui ont la main sur les schémas d'aménagement, les PLU, voilà. Nous, ce pourquoi on milite, en tout cas, c'est d'avoir des projets aussi démocratiques que possible, qui gardent une gouvernance locale, où on laisse une part en fait aux habitants du territoire pour entrer dans les projets, donc en assurer la gouvernance. On pense que c'est une bonne solution pour avoir une acceptation aussi grande que possible de ces projets-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres pistes d'après vous pour réussir à développer ces projets et atteindre les objectifs qu'on se fixe en termes de production d'énergie renouvelable? Oui, j'espère qu'il y a d'autres pistes parce que quand même, moi depuis une trentaine d'années que je viens faire des conférences chez vous. Les premières conférences, j'ai toujours dit, mais pourquoi ne développe-t-on pas le solaire dans votre région? Alors on me dit toujours, il y a des problèmes avec les toits et tout cela, mais je pense qu'effectivement, j'ai vu disons ce qui a été mis en place sur l'école maternelle semble très élégant et sans problème. Voilà, il y a aussi des pistes. Je ne sais pas si vous développez des fermes solaires, pas vous-même, donc c'est plus sur l'habitat. Mais alors voilà, je ne sais pas s'il faut faire ici, mais disons il y a quelques semaines, j'ai inauguré. Donc moi je suis breton et disons les poulets de Janzé, ça vous dira pas grand-chose, mais les producteurs poulets de Janzé se sont équipés de 65 trackers. Vous voyez, donc c'est aussi du solaire surpiloté, vous connaissez, hein, c'est des trackers c'est 120 mètres carrés de panneaux solaires, c'est loin d'être négligeable et disons là, donc c'est développant. Il y a aussi tout l'agrivoltaïsme qui peut-être se développer, je ne sais pas si vous regardez, c'est-à-dire peut-on combiner certaines... Bon, c'est quand même l'agriculture qui doit garder la main, mais il y a des possibilités dans tous ces domaines. Alors voilà, donc quels sont vos principaux freins? C'est plutôt en ville, sur le bâtiment, sur le bâti qu'il y a des freins ou bien dans tous les cas? Non, disons que nous, ce qu'on ressent aujourd'hui... Parce que vous avez un potentiel énorme, disons, a priori... C'est sûr que le potentiel au niveau régional est énorme. On voit que le nombre de projets qui existent, hein, je veux dire, qui sont en cours de développement, explose. Mais parmi ces projets-là, on voit aussi qu'il y a des projets qui sont un petit peu malencontreux. Hein, je veux dire, quand on développe quoi que ce soit, hein, une centrale nucléaire, une éolienne ou une centrale photovoltaïque, bien sûr, on a des impacts environnementaux. Ça reste du développement. On va venir occuper un espace pour produire de l'énergie, donc on a un impact environnemental.
Après, la question aujourd'hui, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, de trier les bons projets des mauvais projets. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent à notre niveau, c'est que malheureusement, des fois, on a un petit peu du mal à faire la différence entre des projets qui ont des impacts environnementaux limités et des projets qu'il ne faudrait pas faire parce que ceux-là, ils ont des impacts environnementaux catastrophiques. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de faire le tri entre tous ces projets-là. Nous, on essaye de pousser les projets qui ont des impacts environnementaux raisonnables, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Oui, disons, les études d'impact sont peut-être trop longues aussi. Donc, moi, je pense qu'elles sont nécessaires aussi. Donc, voilà. Mais on est effectivement... l'idée de la loi sur l'accélération était de rendre, disons, les délais un peu plus courts. Quand on voit, disons, un projet en France, ça met même dans le solaire, peut-être moins dans le solaire, dans l'éolien, c'est au moins 10 ans, et en Allemagne, c'est 3 ou 4 ans. C'est le même cas pour vous ou pas ? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de projets que vous avez mis sur pied en 2 ou 3 ans et non pas en 10 ans? Ouais, alors nous, les projets qu'on porte en propre chez Énergétique 04, j'insiste, qui sont quand même des projets collaboratifs. Énergétique 04, c'est vraiment le véhicule juridique, mais c'est quand même les citoyens qui sont à l'origine de ces projets-là. Nous, ça reste des projets de petite dimension. Sur les toitures, c'est des projets qu'on réussit à faire aboutir en général en 18 mois. D'accord. Donc ça, c'est bien. Oui, ça reste des échelles de temps qui sont raisonnables. Après, j'ai aussi l'expérience de projets nettement plus... des fermes solaires. Il y a des fermes solaires qui se développent en dehors de vous, mais dans la région, j'imagine qu'il y a des projets. Alors justement, j'en profite pour vous interrompre parce qu'on va pouvoir regarder en vidéo un autre projet. Comme ça va pouvoir nous illustrer ce dialogue. Et là, on a eu un autre projet qui est proposé par Énergie Partagée du côté de Malmort. Voilà. Restez avec nous, François, et à tout à l'heure. Les envies et les valeurs portées par le collectif, c'est d'être acteur de la transition énergétique et écologique localement et de manière participative. Je suis une maman active de 4 enfants. J'habite à Malmort et je fais partie d'un groupe de citoyens de Malmort, du Pays Salonnais, du Val de Durance et des Alpilles. Ce projet est le fruit d'une volonté de la métropole Aix-Marseille de monter un projet photovoltaïque sur Malmort, sur une ancienne déchetterie, et à la fois d'envie d'acteurs associatifs et de citoyens de voir émerger des projets d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un projet de 3 MW, l'équivalent en termes de consommation de plusieurs centaines d'habitations. L'objectif, c'est à la fois évidemment de produire de l'électricité à partir de sources renouvelables, ici c'est le soleil, mais le faire aussi avec des citoyens, c'est aussi diffuser cette question-là dans le territoire pour finalement que les gens s'approprient ces questions de transition énergétique. Notre projet, avec le soutien d'Enercop et d'Énergie Partagée, c'est de créer une coopérative. Le premier objectif, c'est effectivement d'être partie prenante de ce projet-là en tant que citoyen. C'est aussi de mener des actions pédagogiques, de sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique et pour la sobriété énergétique. Et enfin, donc, de développer d'autres projets citoyens pour, par exemple, de l'équipement au sol ou sur toiture ou sur ombrière. Une réaction, Jean, sur cet autre projet, justement? Une question peut-être à tous les deux. Je ne sais pas, non, peut-être François. Donc moi, je crois à la vertu de l'approche citoyenne. Et donc, est-ce que dans la réalité, alors je ne sais pas là c'est plutôt une ferme solaire plus importante, est-ce que dans l'approche citoyenne est aussi au cœur de cette initiative, de l'initiative qu'on vient de voir,
Donc, est-ce que vous avez le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment que l'approche citoyenne facilite l'acceptation, mais est-ce que c'est réalité ou pas, ou est-ce que je me trompe? Voilà, c'est ma question. Oui, ça, j'en suis intimement persuadé, effectivement, que l'approche citoyenne facilite l'acceptation des projets, d'autant plus qu'une des grandes vertus de l'implication, enfin, du développement des projets citoyens, c'est que c'est des projets qui appartiennent aux habitants du territoire. Donc plutôt que d'avoir une exportation des bénéfices de ces projets vers un opérateur quelconque, qui en fera bien ce qu'il voudra, là ici, je veux dire, les revenus économiques de ces projets-là restent sur le territoire et peuvent être réutilisés en fonction des souhaits des citoyens qui possèdent le moyen de production et qui peuvent affecter ces moyens enfin, comme le disait la personne du projet de Malmort, au développement d'autres projets photovoltaïques. On a des exemples, nous, ici, de projets sur lesquels alors, on travaille avec Enercop-ACA, où là, la volonté des personnes, c'est de dégager plus de moyens au niveau local pour lutter contre la précarité énergétique. Donc, oui, bien sûr, ça facilite l'acceptation des projets parce que ça permet aussi d'envisager d'autres choses au niveau local. Et donc, c'est extrêmement important. Ouais. Et ce sera la dernière parce que... Est-ce qu'il y a des grands projets portés dans votre région, plus par justement des industriels, ou est-ce qu'ils avancent ou pas? Est-ce que l'objectif de la région PACA, c'est vraiment de parier sur le solaire quand même? Je comprends bien. Donc est-ce qu'il y a... J'imagine, oui. Enfin, de toute façon, je ne sais pas, moi je connais. Le plan de développement régional, effectivement, a des objectifs assez importants en termes de développement photovoltaïque. Et on voit effectivement qu'il y a pas mal de mouvements au niveau des groupes industriels, hein, effectivement, qui développent énormément de projets avec voilà, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et effectivement, on commence à voir se dessiner une certaine opposition à certains de ces projets, et ce qui complique un petit peu la donne, je pense, pour l'ensemble des acteurs, quoi. Merci François pour ce témoignage et d'avoir pris le temps d'être avec nous en distanciel malgré les contraintes. Et à bientôt. On va poursuivre la discussion avec vous à bientôt avec vous dans la salle. On a un dernier acteur local avec qui deux acteurs locaux avec qui on va encore dialoguer un instant. Jérôme Martinez qui est avec nous, voilà, le président de la CRES 04, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. L'ESS, c'est près de 20% des emplois ici sur le territoire, emplois privés. Comment justement ces entreprises s'engagent dans la lutte contre le changement climatique? Est-ce que tout ce que vous avez entendu, voilà, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, donc on vous écoute. Bien, tout d'abord, merci parce que effectivement, c'est l'occasion pour nous de rappeler que l'économie sociale et solidaire devrait être la norme souhaitable pour l'économie de demain, puisque depuis longtemps, l'économie sociale et solidaire, alors je le rappelle, c'est l'ensemble des associations, des coopératives, des mutuelles, recherche un développement humain soutenable, et ces entreprises ont déjà transformé leur modèle socio-économique et de gouvernance face à l'urgence climatique. Donc, vous disiez tout à l'heure l'importance du faire ensemble. Nous avons effectivement au sein des entreprises de l'ESS une proximité avec l'humain, avec les territoires, puisque les entreprises naissent à partir de projets qui répondent à des besoins sociaux mal satisfaits ou peu satisfaits sur les territoires. Nous avons aussi, par rapport à nos principes, une lucrativité limitée. Nous avons aussi l'homme qui est placé au centre plutôt que le capital. Ça, ce sont les spécificités de l'économie sociale et solidaire. Ok, donc ça c'est un avantage pour une transition qui se voudrait plus juste, comme évoquait François Petitpré à l'instant, avec cette dynamique de répartir ensuite équitablement. Enercop, qui est une coopérative qui s'inscrit là-dedans, Énergie Partagée, une association. Donc on voit bien que nous, l'économie sociale et solidaire, sommes engagés dans cette dynamique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être sur le territoire avec d'autres acteurs qui vont dans ce même sens finalement ?
Alors nous, Jérôme Martinez. on parle de transition écologique, sociale et solidaire. Nous avons des secteurs aussi importants qui concernent, je dirais, l'économie circulaire, les circuits courts. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent autour de la ressourcerie, qui travaillent donc sur des usages différents, où on rationalise effectivement la production selon des modèles qui permettent de recycler plus facilement ce qui est produit. Nous avons aussi d'autres acteurs qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique. Donc évidemment, toutes ces entreprises de l'ESS qui, je le rappelle, représentent à peu près 6 000 emplois sur le territoire, ça l'a été dit, participent effectivement à la transformation du modèle. C'est vrai que moi, j'aimerais rappeler qu'on organise avec la ville de Digne et les collectivités prochainement les deuxièmes assises de l'ESS et le sujet est centré sur la transition écologique, puisque le prochain sujet au 9 novembre sera entreprise de l'ESS et collectivité, actrices de la transition écologique. Nous avons besoin de faire ensemble, nous avons besoin d'amplifier les dynamiques territoriales, et c'est pour ça qu'on aura l'occasion de partager les expériences et de montrer ce qui est fait véritablement sur les territoires. Donc tous les secteurs d'activité sont des secteurs donc, qui sont aussi des entreprises de l'ESS, comme vous l'avez rappelé. Donc, on espère qu'on pourra participer, nous aussi, à semer les graines du possible. Donc, ça c'est important de le rappeler. Merci Jérôme Martinez. Donc on a compris que l'ESS, vraiment, c'était une des clés pour une transition plus juste face à l'urgence climatique qu'on vient d'évoquer ensemble. On a un dernier acteur local avec nous qui travaille sur les questions agricoles, Paolo Chabot. Vous êtes administrateur d'Agribio 04. Bonjour Paolo. Bonjour. Alors, la question de l'eau, elle a été évoquée tout à l'heure avec Marie-Laure Lambert du GREC Sud. Forcément, en agriculture, les phénomènes extrêmes, l'adaptation, pour vous, c'est pas un petit sujet. C'est maintenant que ça se passe. Tout à fait. Alors déjà, merci aussi de l'invitation. Ça nous permet aussi, en tant qu'agriculteurs, d'essayer de prendre un peu une place à la table, parce que souvent, on sait qu'on est un peu oublié, alors qu'on est quand même des très gros consommateurs d'énergie fossile, l'agriculture. C'est aussi un des plus gros émetteurs de CO2. Et c'est aussi une crise qui va être en lien avec la crise climatique, la crise alimentaire, parce qu'on a beaucoup de problèmes sur nos sols qui vont venir avec justement le changement climatique. Et ça, on y reviendra dans un prochain café de la transition dédié vraiment à et l'alimentation. Et le problème qu'on peut avoir justement avec l'eau, c'est qu'elle va être un des très grands freins à la résilience des sols. Alors nous, sur la partie vraiment agriculture biologique, on travaille sur des fermes qui ont justement une résilience globale beaucoup plus forte et qui peuvent s'adapter au changement climatique. Le problème qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'avancée de l'agriculture biologique est encore trop faible et que ces pratiques-là qui seraient bonnes pour le climat sont encore pas assez développées. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, à notre sens, devrait être poussé beaucoup plus fort, non seulement par la voie politique, mais aussi par les citoyens, parce qu'on est sur ces questions-là, sur vraiment un problème global de la société, mais pas forcément que sur un problème d'agriculteurs. Vous avez écouté avec attention Jean Jouzel tout à l'heure. Vous avez une question peut-être pour lui, suite à cette intervention? Oui, c'est comment, après toutes ces années à être lanceur d'alerte ou à lutter pour faire connaître justement le changement climatique, quand vous dites encore on va pas assez vite et on va pas assez loin, il y a un moment où on va se prendre le mur quand même. Comment on fait pour accepter qu'on va pas assez vite, pas assez loin? Oui, alors comment on fait? C'est vrai que pendant très longtemps, merci Paolo, pendant très longtemps on disait, et je peux revenir à ce que je disais il y a 20 ou 30 ans, on disait qu'il faudrait absolument que les émissions à l'échelle planétaire diminuent à partir de 2020. On disait pour limiter à 2 degrés, il faut absolument que ça commence. Ça reste la réalité, malheureusement, les émissions continuent à augmenter. Oui, mais c'est bon. Disons pourquoi je continue à témoigner. D'abord
parce que je pense que Valérie Masson-Delmotte le dit peut-être mieux que moi, mais 1/10 de degré, ça compte. Donc, je ne suis pas naïf, je crains malheureusement qu'on ne respectera pas, on ne reviendra pas. On dépassera les 2 degrés certainement d'ici 2050 à l'échelle planétaire, donc probablement plus 3 degrés ici. Mais le retour, disons, vers 1,5 degré n'est pas impossible dans la deuxième partie de ce siècle, mais il ne faut pas être trop optimiste. Mais vraiment, 1/10 de degré, ça compte. Et c'est ça le message, c'est-à-dire que chaque action compte. Le monde agricole enfin, moi-même, je suis issu du monde agricole, il est très concerné. Voilà, c'est aussi à la fois... Il y a aussi des opportunités pour le monde agricole. Donc, par exemple, y compris dans la production d'énergie. Mais on voit bien que les difficultés, pour le moment, c'est le nez dans le guidon avec ce problème de l'eau. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi s'adapter parce que le réchauffement climatique est là, mais il faut aussi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, j'ai envie toujours de redire cela. Voilà, je crois que c'est le rôle d'un scientifique de continuer à témoigner. Donc, je continue à le faire. À travers des livres, mais je ne suis moins optimiste que j'étais. Par exemple, j'avais un peu d'optimisme après l'accord de Paris en 2015 et j'ai un peu perdu de cet relatif optimiste parce que, voilà, on n'est pas, disons, c'est bien dans les textes, mais la réalité, il y a un fossé entre les textes et la réalité. Et donc, on est là parce que justement, au niveau... Enfin, disons, il y a tellement de choses à faire que c'est aussi pour encourager à l'action. C'est aussi pour moi, disons, ça peut être un dynamisme, disons, s'engager dans la transition est pour moi synonyme de dynamisme économique, de dynamisme, disons, de la société. C'est pas une société figée, il faut aller de l'avant. Donc moi, j'encourage à l'action et c'est un peu ça, disons, dans tous les domaines, y compris dans le domaine agricole. Et c'est ça un peu pour ça que je continue à témoigner, pour que les gens agissent. En tout cas, on est ravis, Jean, que vous soyez avec nous pour témoigner et on va essayer de garder un peu d'optimisme quand même pour cette dernière partie. Allez, on prend sur soi, on commence à avoir faim, mais c'est pas grave. On va essayer de garder le sourire. C'est la dernière partie et j'espère des questions un peu plus optimistes quand même. C'est le temps des questions. Alors, les règles du jeu, avant de commencer les questions, je vous invite à lever la main, celles et ceux qui ont envie de poser une question à Jean Jouzel. On va essayer de prendre un homme, une femme, autant que faire se peut. Je vous invite à poser des questions plus que des incantations ou des interventions soliloques. Ça, c'est un autre point. On est vraiment dans une logique de débat. Et voilà, et comme ça, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. Alors... une première question peut-être ici. Oui, madame. Vous m'entendez ? Si, on vous entendait. Ne bougez, voilà, restez. Votre prénom, madame, s'il vous plaît, bonjour. Catherine, bonjour Jean Jouzel. Alors la semaine dernière, il y avait sur Aix-en-Provence, dans le cadre des tables rondes de l'Arbois, 2 journées très intéressantes sur l'hydrogène décarboné. Alors il se trouve que dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dans le sud du département, il y a un projet. On vous entend pas derrière, mais on va coller bien le micro sur votre menton, s'il vous plaît. Il y a un projet dans le sud du département qui s'appelle iGreen, qui rentre dans ce cadre, donc qui consiste schématiquement à faire de l'électricité avec du solaire, à faire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, à envoyer l'hydrogène dans les pipelines, à le stocker dans les cavités salines de Manosque, à le réutiliser. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce type de procédé énergie renouvelable avec mode de stockage qui enchaîne les process et qui à chaque fois perd en efficacité. Oui, d'abord, merci donc, pour votre question. Je regrette, enfin, je vais généralement aux tables rondes de l'Arbois chaque année. Je n'ai pas pu y aller cette année, donc c'était sur l'hydrogène. Je salue vraiment Daniel Lahon, c'est une remarquable organisation. Donc là, c'était... Bon, le problème de l'efficacité dans ce cas-là, y compris d'électrolyse, effectivement, le problème, c'est qu'on utilise de l'énergie qui serait perdue autrement. Donc, le point de départ... Effectivement, dans ces cas-là, on peut être moins exigeant par rapport à l'efficacité. C'est comme... Bon, voilà, de toute façon, cette énergie serait perdue. Alors, c'est vrai qu'on ne la récupère qu'au niveau d'un quart avec tous les processus, mais ça reste quand même intéressant, puisque c'est un quart disons, toute cette... que fait-on quand on sera bien équipé en solaire de l'énergie qu'on ne peut pas utiliser. Et c'est une voie... Pour le moment, c'est très cher.
Mais voilà, je réponds en disant que dans la mesure où cette énergie ne serait pas du tout utilisée, c'est moins grave le fait que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous. Voilà, mais c'est ma réponse. Mais alors après, ce sont des processus compliqués. Le problème de l'hydrogène, c'est que le stockage n'est pas facile non plus. Mais ensuite, ça peut aussi servir pour faire des carburants. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec de l'hydrogène ensuite qui sont quand même importantes. Alors, on a une question sur les réseaux sociaux pour vous, Jean. Donc, on va la prendre entre deux questions de la salle. C'est Callisto qui nous demande, en ce qui concerne la question de l'eau et les infrastructures de lavage, voitures, véhicules professionnels, ne faudrait-il pas émettre des restrictions comme pour les golfs, imposer des récupérations, bref, finalement encadrer davantage? Là c'est une question pas facile. Moi, je fais confiance à la puissance publique. Disons, on voit bien qu'il y a des restrictions qui sont utiles, visiblement. Là, j'ai pas de... Bon, voilà, on peut parler des piscines, du lavage de la voiture. C'est aussi beaucoup de bon sens, je pense. On peut essayer de faire chacun attention. Mais je pense qu'en France, c'est relativement bien géré, les restrictions. Et donc, je ne sais pas s'il y en a sur le lavage des voitures. Pas encore. Pas encore. Mais il pourrait peut-être des arrêtés qui vont voilà, moi, je ne suis pas hostile. Hein. Donc, voilà. Mais je fais confiance. Je pense que c'est relativement bien organisé, là. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui. Là, je crois que derrière. Après, il y aura devant. Votre prénom, s'il vous plaît? On vous entend pas bien, pardon. Allez-y. On vous écoute, Valérie. Voilà, je voulais poser une question à Jean. Par rapport à son expérience du GIEC, je suis animateur fresque du climat et il y a une question qui me taraude quand je fais mes animations et quand je fais cet atelier de fresque du climat, c'est concernant les boucles de rétroaction. Donc en fait, on dit que si on ne fait rien, si on ne prend pas des mesures importantes, on va peut-être se diriger vers plus 4, vers plus 5 degrés. Mais est-ce que dans ce calcul, le GIEC prend en compte les boucles de rétroaction, c'est-à-dire la fonte de la banquise, c'est-à-dire le ralentissement du Gulf Stream, c'est-à-dire les méga-feux qui envoient énormément de CO2, oui. C'est-à-dire également aussi le dégel du permafrost. Donc, merci. Oui, alors la réponse n'est pas oui à tout, je ne vais pas être trop long, mais oui, disons les modèles climatiques tiennent compte de la fonte de la banquise, de la modification de la circulation océanique, tout ça c'est bien pris en compte dans les projections que l'on voit. En termes d'émissions, disons que les grands feux ne sont pas pris en compte pour le moment dans les émissions, mais bon, il y a des émissions, mais ni non plus disons la fonte du permafrost qui pourrait former de méthane. Alors, par contre, il y a quand même des estimations. On estime le problème du méthane et c'est toujours nos activités qui priment largement sur les émissions. Je veux dire on parle de quelques dizaines de degrés supplémentaires qui pourraient être liés à la fonte du permafrost. Plutôt, on parle en dixièmes de degrés supplémentaires. C'est plutôt à la marge, mais disons, les scénarios du GIEC n'en tiennent pas directement compte. Ils tiennent compte de la banquise, oui. Alors, une autre question dans la salle? Levez la main, n'hésitez pas. Oui, monsieur, devant. Mesdames, n'hésitez pas à lever la main, ça nous permettra de tenir un homme, une femme. Bonsoir. On vous écoute, monsieur. Ça marche, hein? Oui, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Mettez bien sur le menton, vissez, et c'est bon. Bonsoir, monsieur Jouzel, et merci beaucoup pour votre intervention. Daniel, d'ailleurs, je me présente. Moi, je voulais revenir sur quelque chose on a le réchauffement climatique, mais à côté de ça, on a aussi un effondrement de la biodiversité qui est assez catastrophique. Et je voulais avoir votre avis sur un point. J'ai lu récemment que cet effondrement de la biodiversité allait lui aussi participer au réchauffement climatique, notamment à travers la disparition de certaines grandes espèces, certains grands herbivores qui pouvaient amener quelque chose. Alors j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Disons que la perte de biodiversité, bon, je ne sais pas si elle participe directement au réchauffement climatique. Dans le sens inverse, c'est clair, c'est que le réchauffement climatique contribuera à la perte de biodiversité. Parce que si le réchauffement n'était pas limité, il y a pour la moitié des espèces, leur capacité de déplacement sera inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Alors, dans le sens que vous évoquez, je ne sais pas trop, non.
c'est clair que ce qui est important, c'est une végétation qui absorbe qui absorbe du CO2. Et donc, on a tout intérêt aussi à garder la biodiversité, et c'est tout le problème de la reforestation sans diversification des espèces. C'est tout le problème qui est derrière cela. Mais je ne connais pas pour les espèces animales, disons, une influence directe sur le climat. Donc, je ne sais pas. Alors, une autre question, madame? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, Jean, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait forcer le gouvernement à aller plus vite pour respecter les accords de Paris? Faut-il forcer pour accélérer, Jean? Pour accélérer, c'était pas si facile. Le Haut Conseil pour le climat n'arrête pas de dire, alors je n'en fais pas membre, mais je suis beaucoup, n'arrête pas de dire qu'on va pas assez vite. Notre président accepte de dire qu'on ne va pas assez vite, mais donc... moi, je pense que l'action locale, régionale est une bonne réponse, c'est-à-dire réalisée chez soi, par exemple sur cette... Sandrine nous a dit, elle est responsable de ce qui va se passer dans la communauté, alors Provence-Alpes, j'ai retenu à peu près. Mettons-nous un défi au niveau de cette communauté de réaliser. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Autrement, il y a le bulletin de vote, chacun peut... Non, mais c'est vrai. Il y a aussi l'engagement je suis sûr qu'ici, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes engagés dans non seulement dans l'association, mais pour le moment, il y a beaucoup d'élus, donc c'est aussi un engagement très fort. Il faut montrer, mais forcer, malheureusement, on est en démocratie, on a discuté, c'est bien, mais il faut essayer d'avoir des gens qui tiennent... le regret avec Emmanuel Macron, je ne vais pas trop faire de politique ici, c'est qu'il n'a pas tenu son engagement par rapport à la Convention citoyenne, et je dirais que ça m'a beaucoup déçu, oui. Donc, pas de politique, mais un petit peu quand même. Le lobbying citoyen, c'est quand même la question qui est posée par mademoiselle. Derrière des actions comme Extinction Rebellion, comme Dernière Rénovation, c'est aussi faire de la politique, c'est aussi faire de l'axe, et c'est aussi forcer quelque part. Est-ce que ça, c'est un bon chemin c'est aussi pour rééquilibrer, parce que les lobbies, eux, ils font le boulot aussi, par ailleurs. Bien sûr qu'il faut des contre-pouvoirs. Et moi, je le redis, même si je ne m'implique pas directement dans l'Extinction Rebellion, je pense qu'il faut que chacun faudrait que tout le monde s'exprime. Alors, chacun peut le faire de façon différente, mais oui, il faut s'exprimer. C'est une des façons aussi effectivement, de dire à nos décideurs politiques que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et c'est la jeunesse aussi qui s'exprime là quand même. Oui, la jeunesse s'exprime beaucoup. Donc il y a eu le manifeste des 30 000. Donc les jeunes, il y a eu les bifurqueurs, les jeunes se manifestent. Mais la question que je me pose, et j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes dans le cadre de ce rapport sur l'éducation à la transition, c'est comment, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent, mais comment on emmène l'ensemble de la génération, et c'est vrai d'ailleurs pour toutes les générations, comment on emmène l'ensemble d'une population, d'une génération vers, un monde différent. C'est quand même fondamentalement... ce à quoi on invite les jeunes, c'est vraiment un changement fondamental de comportement, de mode de fonctionnement de nos sociétés. Il ne faut pas être naïf, ce n'est pas à la marge, il faut bien se rendre compte. Ce qui doit être fait, si on fait des choses à la marge, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment neutralité carbone, c'est un monde différent de celui d'aujourd'hui. Et on en rêve pour 2050. Comment on y va? C'est tout cela. Donc il faut entraîner les jeunes. On est là pour faire ça. Mais moi, mon regret ici ce soir, je vais le dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc c'est un peu mon regret justement. Les prochains cafés de la transition, on met encore plus de jeunes. En tout cas, même s'il y a quand même du monde avec nous. Il y a des jeunes derrière l'écran, c'est ça. Allez, effectivement, il y a du monde sur les réseaux sociaux aussi, que je remercie d'ailleurs au passage d'être avec nous sur YouTube, Facebook, sur nos réseaux sociaux. Je vous propose, on est quand même dans un cinéma, je remercie le cinématographe, et je vous propose quand même de regarder un petit court-métrage fait par des jeunes d'une école, les Gobelins, à Paris. Et ça va être assez inspirant. Et il y aura un mot de conclusion de ta part, Jean, ensuite. Voilà, à tout de suite. Il fait chaud pour cette période de l'année. Les saisons, c'est n'importe quoi en ce moment. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, vous êtes jamais contents. Profitons de ce repas ensemble. Et ce papier peint, sinon, il faudrait le changer, ça fait un peu vieillot. Dis à ton mari qu'il n'a pas intérêt à toucher à mes fondations.
Papa, on prend soin de la maison maintenant. C'est plus de ton âge. Et toi, ma fille, quand tu seras grande, ce sera ton tour. Papa, est-ce que je peux aller jouer? Il faut d'abord que tu manges bien pour grandir. Et tu deviendras fort comme papa. Mais... Et la fuite, ça fait partie de la déco? 3 gouttes d'eau qui tombent, c'est pas une fuite. On réparera ça demain. Finissons plutôt l'entrée. La suite arrive. Mais c'est quand que je vais aller jouer? J'ai plus faim, moi. Mais si, t'as faim. Allez, finis les caprices. Regarde, plein de bonnes protéines. Bah moi, je veux pas récupérer une baraque pleine de fuites. Moi aussi, je vais aller sur la table. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas salir la nappe. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Elle fait sa crise d'adolescence. Ça y est. Quelqu'un peut couper l'eau? Mais c'est quoi ce raffut? Mon enfin, chérie, comment tu veux que je cuisine sans eau? Il pleut, regardez, Voilà, regardez, descends. il pleut. J'ai déjà appelé le plombier. Mais papa, c'était il y a 3 semaines. Si tu crois qu'un plombier va venir jusqu'ici. Non, mais de toute manière, ce qui gêne vraiment dans cette maison, c'est pas la plomberie, c'est l'isolation sonore. C'est bien Ok, vrai, j'ai ça. compris, je me débrouille toute seule. Depuis que je me suis fait poser mon appareil auditif, c'est infernal. Omar, te sers 1 ou 2 morceaux? Mais arrêtez de bouffer, on est en train d'inonder la maison. Si on veut pas, prends ta part. Hein. T'en fais pas, il y en a encore plein dans la cuisine. Serre-moi bien, ma fille. Quelque chose, passez-moi quelque chose. Arriver, ce plombier. Oui, et puis c'est son métier. Il saura réparer ce tuyau. Faut qu'on fasse confiance aux professionnels. Tout est bon à T'as rien. vu la tronche de tes tuyaux, papy? Il date de quand? Tu sais le prix que ça coûte de refaire toute la plomberie? Ton père a raison. Descends, ça va refroidir. Arrêtez de dramatiser. Oh, ça a toujours fonctionné. Depuis quand les enfants nous font la morale? Il n'y a plus de respect. Je vous ai pas éduqué comme ça. On ne sort pas de table avant le dessert. Mais maman, il n'y a plus de table. Eh ben, on l'a enfin, notre piscine. Oh mon Dieu. Bien. Allons finir le repas au sec. On joue pas dans l'eau tant que le repas n'est pas fini, mon chou. Hé, attendez. Partez pas tous. Oh, fais chier. Pourquoi j'ai touché à ce putain de tuyau? Un petit digestif? Ce regard de la jeunesse, Jean? Oui, ce regard de la jeunesse, mais c'est surtout, disons, cette idée, pour moi, ce que j'en retiens, c'est, disons, cette personne qui repousse l'action toujours jusqu'au dernier moment. Et c'est justement, c'est quand même le message par rapport au réchauffement climatique. Si on n'agit pas à temps, eh bien, vraiment, à un moment, il devient vraiment trop tard. Et c'est ce qu'on voit là. Donc, c'est ça le message pour moi. Il faut agir tout de suite. Et, enfin, disons, Et ne pas attendre qu'il soit trop tard. ne pas attendre la catastrophe. Et voilà. Et moi, je remercie tous ceux qui le font. Voilà,
compris Sans Transition, et puis pour l'organisation de cette rencontre. Merci à vous tous Merci. et à vous toutes. Merci Jean d'être venu jusqu'ici à nos côtés. Merci à toute la technique, merci aux cinématographes, à nos partenaires, bien sûr à l'Europe pour son soutien, au programme Leader, Provence-Alpes Agglomération, la SIC énergétique, tous les participants de cette rencontre. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Cette rencontre est à voir et à revoir sur nos réseaux sociaux, je l'ai dit. N'hésitez pas à lire Sans Transition. On est une coopérative, nous aussi, comme Enercop, et pour qu'on puisse poursuivre à produire des émissions, des temps forts comme celle-ci, on a besoin de vous, nos lecteurs. Voilà. Et je terminerai par un tout petit mot de fin pour dire qu'on a un moment convivial parce qu'on a envie de continuer à sourire et d'être dans l'optimisme malgré un contexte d'urgence climatique pas toujours simple émotionnellement. Et bien de partager un moment ensemble qui est offert par l'épicerie sociale La Clé des Champs de Château-Arnoux, que je remercie également de nous avoir de venir proposer ces produits locaux, circuits courts, un travail aussi là important mené en local par des acteurs comme celui-ci que je remercie également. Voilà. Merci à toutes et à tous et à tout de suite pour poursuivre la discussion. Merci.